Hello, good morning. Hey, this doesn't sound like an excited crowd. Good morning. That sounds more like it. You're welcome to the very first plenary discussion we have for today. It is interesting and exciting to finally be able to convene at MEDES in person, at least for me, that is. And our discussion today, I think, is one that borders on a very essential and very important subject that confronts the development of Africa. All across, it is practically impossible to talk about development without a strong appreciation of some level of political stability, because that has implications for literally every decisions that our governments and the cross-country institutions that we set up to drive the development agenda on the continent is concerned. We are fortunate today to have some of the individuals who have been at the helm of affairs as far as the development and the provision of stability, security, and its guarantee for the development of the continent of Africa is concerned. Some are heads of state, some are ministers, and they have been involved in those decisions at a very, very high level. And so over the next 90 minutes, it is hoped that at least we will be able to bring some clarity around the current turmoil, if you like, that you see across the African continent. The Horn of Africa has also its own challenges. ECOWAS, in particular, in the last couple of months as well, has had questions around the guarantees of political stability, security changes in regimes. We have seen the infiltration of different rebel groups and uncontemplated changes in governments and regimes across the region. The Sahel is equally not different. And so really, all across the continent, these answers are needed so we can forge ahead. With me on the panel here, as I did indicate, we have the individuals and actors who have been involved in these decisions. To my immediate left, we have the former head of state, former president of the Republic of Mali, in the person of His Excellency, Diokounda Traoré. His Excellency, you're welcome to this conversation today. Thank you very much. Please, a round of applause for him. We also have joining us for this discussion His Excellency Vincent Biruta from the Republic of Rwanda. He's the Minister responsible for Foreign Affairs. Please put your hands together for him. We also have joining us this morning His Excellency Mamadou Tangara. He is the Minister responsible for Foreign Affairs of the Republic of the Gambia. Is he here? Please put your hands together for him. His Excellency, you're welcome. We also have joining us His Excellency Yemdago Eric Traoré, who is the Executive Secretary of the G5 Sahel region from Burkina Faso. We have His Excellency Mr. Luis Felipe Tavares, who's a former Minister of Foreign Affairs of Communities and Defense. We have His Excellency Abdirazak Mohammed, who is a former Minister of Foreign Affairs from the Republic of Somalia. We also have His Excellency Tordeta Ratabaye, who's the Deputy Director of Cabinet and the Chairperson for the African Union Commission. And we have His Excellency, who is to my immediate left, His Excellency Eric. I've already presented you. Oh, right. So we have these esteemed panel, and clearly you can see that they are all coming from different countries, different jurisdictions, where the conversation around security and stability on the African continent is concerned. We shall start off the discussion with you, His Excellency Traoré. You have been at the helm of affairs as far as the Republic of Mali is concerned, but also a very renowned and experienced statesman as far as the development of Africa and our Pan-African institutions that are supposed to guarantee, to a large extent, some level of political and security stability on the African continent. Sir, would you walk us through the current state of
security and stability on the African continent, and some of the mechanisms that have been used in addressing some of these constraints, and whether or not these mechanisms have necessarily delivered the results that Africa has been looking forward to. His Excellency Traore. So I was at this. Merci beaucoup. Thank you very much. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs et grades, comme on dit, tout protocole observé. Vous me permettrez, j'en suis sûr, de remercier le président fondateur de l'Institut Amadeus, Brahim Fassi Firi, pour son aimable invitation à participer à cette 14e édition du Forum MEDES dans cette belle ville de Tanger. Merci également aux organisateurs de ce forum pour l'accueil fraternel et chaleureux dont nous avons bénéficié, ma délégation et moi-même. Le thème « Crise sécuritaire et instabilité en Afrique », quelle architecture de paix, de sécurité et de stabilité pour le continent, constitue, à mon avis, la préoccupation à juste titre majeure aujourd'hui de notre continent. Si tant il est vrai que la paix et la sécurité sont des conditions nécessaires pour un développement durable dans nos pays. Comme le disait l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, il n'y a pas de sécurité sans développement et il n'y a pas de développement sans sécurité. Ces deux assertions montrent que paix et sécurité, d'une part, et développement d'autre part, sont logiquement équivalents et que l'on pourrait même dire que ce sont des synonymes. Là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. De nombreuses organisations régionales, continentales, internationales, l'ONU, des personnalités éminentes, de nombreux experts, des rencontres et conférences, des forums, y compris le forum MEDES, ont cherché à identifier et à cerner les causes profondes de la non-paix, des crises sécuritaires et des instabilités en Afrique. M'inspirant des résultats de leurs réflexions, j'en citerai 3, parmi bien d'autres. 1. Les crises de l'État. Les crises de l'État et les défaillances de la construction démocratique. 2. La mauvaise gouvernance, la corruption, le renoncement de l'État à ses fonctions régaliennes et même son absence totale dans certains cas. 3. Le développement inégalitaire et le non-développement tout court qui peuvent susciter des rébellions ou des velléités irrédentistes. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, fort heureusement, la guerre entre le Mali et le Burkina Faso, appelée la guerre des pauvres, le Biafra, le Katanga, appartiennent au passé. Et de nos jours en Afrique, nous avons de moins en moins de remises en cause des cadres étatiques et de moins en moins de velléités irrédentistes. Et malgré cette turpitude et cette défaillance, le principe démocratique est désormais
aussi ancré dans nos pays que le principe étatique. Et il faut comprendre la démocratie comme un système dynamique. La société humaine a évolué, les connaissances sont augmentées à une très grande vitesse, le numérique règne en maître, et donc, il est donc indispensable que la démocratie, elle aussi, s'adapte. Sinon, on est à la merci des surprises telles que celle à laquelle nous avons assisté au Capitole lors de l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Ce qui prouve bien que l'Afrique n'a pas l'apanage des risques sécuritaires dans la mise en œuvre de la démocratie. Si je dis cela, c'est pour dire simplement qu'il ne faut pas être pessimiste. Il ne faut pas se décourager, car l'Afrique, comme partout ailleurs, a effectivement, en ce moment, des difficultés à vivre en démocratie. C'est pourquoi je dirais que ces causes que je viens de citer, parmi d'autres, sont de même nature et on les trouve ici et là en Afrique et dans le monde et parfois on les trouve réunis dans un même pays, dans une même zone. C'est le cas du centre du Mali, dont je voudrais vous parler très brièvement, si vous permettez. Excellences, Mesdames, Messieurs, le centre du Mali est une zone essentiellement habitée par des agriculteurs et des éleveurs qui pratiquent l'agriculture et l'élevage extensif. Leur cohabitation est bien entendu ponctuée de conflits qui se multiplient au fil du temps, car les populations augmentent et ont besoin de plus de surface pour cultiver, et les cheptels augmentent également et ont besoin de plus de pâturage, pendant que la terre, elle, n'augmente pas de surface. Les nombreux conflits, voire les affrontements engendrés par cette situation étaient réglés par des mécanismes traditionnels, voire religieux, ou, à défaut, par le juge suprême qu'est l'État. Ces mécanismes traditionnels, du fait de l'évolution des mentalités, ne fonctionnent plus. Et l'État est devenu un État prédateur à travers ses représentants. Les agents des eaux et forêts, les gendarmes, les policiers et surtout les magistrats rançonnent les populations. Les conflits ne se règlent pas, les rancœurs s'accumulent, les inimitiés naissent et se développent, créant une situation qui ne demande qu'à exploser. Pire, dans le cas du centre, le fait des révolutions sécessionnistes récentes au nord, les forces de défense et de sécurité ont migré vers cette zone du pays et l'administration s'est retirée en partie ou le plus souvent totalement. Les populations, qui avaient d'ailleurs déjà perdu confiance en l'État, se retrouvent liées à elles-mêmes et s'organisent tout naturellement pour régler leurs conflits qui dégénèrent en affrontements violents. D'où la création de milices et de groupes armés d'autodéfense, en même temps que naît ou se développe un banditisme opportuniste et se crée une situation propice à tous les trafics. Tout cela constitue un terreau fertile, un terrain de prédilection pour ce que j'appellerais la principale cause aujourd'hui de l'insécurité et de l'instabilité dans nos régions et de plus en plus en Afrique et dans le monde. Je veux parler du terrorisme, de l'extrémisme violent. Je veux parler du djihadisme. Cette menace, cette cause d'insécurité et d'instabilité est loin d'être de même nature que celle que j'ai citée précédemment. Selon le docteur Abdel Nasser Atman, expliquant l'origine du djihadisme dans le monde et en Afrique, je cite, « Il s'agit d'une guerre civile entre le camp Rajad et le gouverneur Ali
qui a commencé en 657, près de la Libye d'Arakat, qui était le sanctuaire de Daesh. Ce que nous vivons aujourd'hui n'a pas été inventé. C'est un cycle qui date de très longtemps. Fin de citation. Le djihadisme est donc d'inspiration étrangère à l'Afrique. Et les différents démembrements ou groupes qui opèrent en Afrique, au Sahara et au Sahel, notamment au Mali, au Niger, au Burkina, etc., se revendiquent d'Al-Qaïda ou de l'État islamique et sont dirigés du Moyen-Orient et du Proche-Orient. L'objectif déclaré des adeptes du djihadisme est clairement de ramener l'humanité 15 siècles en arrière, de remettre en cause toutes les avancées majeures de la société humaine. C'est aussi l'éducation des jeunes à détester l'autre, la glorification de la mort, l'interdiction du divertissement, la dévaluation de l'existence sur Terre et l'occultation de la visibilité sociale de la femme. Ils ne laissent dans leur sillage que la terreur, la misère, la désolation, les viols, les mutilations et la mort, au nom d'un islam auquel ils n'ont assurément rien compris. Et ils voudraient étendre tout cela à l'ensemble de la planète. Oui, il faut bien comprendre que leur objectif est planétaire et qu'il s'agit ni plus ni moins que d'une guerre de civilisation. Il s'agit pour le monde, et donc pour l'Afrique aussi, de combattre un ennemi déterminé, d'une intelligence diabolique, passé maître dans l'art de la communication et de la manipulation des esprits. Et singulièrement en Afrique, notamment au Sahara et dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest, il est devenu insaisissable et sans visage, car les groupes djihadistes recrutent dans toutes les communautés et on y retrouve des Daousak, des Germains, des Goumanché, des Peuls, des Bambara, des Dogons, etc. Le djihadisme est devenu, de ce fait, sans visage en Afrique. Il a acquis une qualité, le mimétisme. Et comme un caméléon, il prend la couleur de l'environnement local et devient quasi impossible à détecter. Ils vivent avec nous en longueur de journée, en longueur de nuit. Et nous ne les reconnaissons que lorsqu'ils passent à l'action. Excellences, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui le Sahara et le Sahel et des régions de plus en plus étendues en Afrique se retrouvent être le théâtre des opérations de cette guerre. Mais le monde doit se convaincre de toute urgence que chaque personne sur cette terre est une victime potentielle de ce fléau qui a d'ailleurs prouvé qu'il pouvait atteindre n'importe qui, n'importe où. Il suffit de se rappeler les tours jumelles de New York et les multiples attentats en Europe et ailleurs. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, a déclaré très clairement, je cite, « Soyons clairs, la crise sécuritaire du Sahel représente une menace mondiale. Si rien n'est fait, les effets du terrorisme, de l'extrémisme violent et du crime organisé seront ressentis bien au-delà de la région et du continent africain. Un sursaut international urgent et coordonné s'impose. » Fin de citation. Dès lors, quelle architecture pour la paix, la sécurité et la stabilité peut-on imaginer pour le continent? À mon humble avis, 1. Pour les causes du premier groupe, il y a des avancées. Il faut consolider les acquis en matière de gouvernance, de démocratie et privilégier le dialogue pour le règlement des différends. Malgré l'existence d'organismes internationaux tels que l'UNOWAS ou régionaux tels que la CEDEAO, la CEAC ou autres G5, l'Afrique doit adopter résolument une démarche plus intégrée, plus multidimensionnelle, plus complémentaire et plus inclusive. Nous devons être de moins en moins Maliens, Sénégalais, Béninois, etc. et de plus en plus Africains. Aucun d'entre nous
n'est à l'abri et aucun d'entre nous ne s'en sortira tout seul. Nous devons croire en l'Afrique et nous devons agir pour l'Afrique. 2. Concernant le terrorisme et l'extrémisme violent, il faut d'abord se mettre d'accord sur sa nature véritable et ses objectifs planétaires et se dire qu'il est le fait d'une coalition et que contre une coalition, il faut une autre coalition. Il faut s'engager ensemble dans une lutte sans merci, une guerre implacable contre cette menace globale, sans arrière-pensée et sans calcul. Il faut s'engager non pas en pensant qu'on aide l'autre, mais en se disant que l'on se protège soi-même. Il faut s'engager en évitant les amalgames, en ne cherchant pas systématiquement à ménager la chèvre et le chou, à confondre la victime et l'agresseur. Quand je dis cela, je pense un peu à nos partenaires. Il faut s'engager en étant convaincu que l'ennemi qui est en face, lui, ne s'embarrasse jamais des considérations qui sont les nôtres et qui constituent souvent des freins à notre action. Il faut s'engager en toute confiance, à mutualiser, à partager tous les moyens économiques, financiers et militaires dont les uns et les autres peuvent disposer. Nous devons préciser les engagements et intérêts de chacun des partenaires africains et internationaux. Penser ensemble, décider ensemble et distribuer les rôles pour mettre en adéquation notre stratégie globale et nos tactiques respectives. Il faut s'engager en sachant que le terrorisme et l'extrémisme violent, c'est-à-dire le djihadisme, servent également de catalyseurs à toutes les autres causes citées au point 1, dont il se nourrit. Une victoire du djihadisme signifierait la voie ouverte pour l'ignorance et l'obscurantisme. Excellences, Mesdames et Messieurs, si nous voulons sortir de cette situation, si nous voulons vivre dans la paix, dans la sécurité et la stabilité, afin de nous développer et de continuer et de contribuer au développement de l'humanité, si nous voulons avoir voix au chapitre dans le monde de demain, nous devons prendre des engagements forts et sincères, fondés sur des analyses justes et éviter les expressions creuses et édulcorées de la langue de bois et celle du politiquement ou du diplomatiquement correct. En un mot, il faut dire vrai et agir en vérité. Le monde qui se profile sera un monde de paix, de travail, de solidarité, d'entraide, de justice, où il fera bon vivre, ou bien ce sera la jungle, que Dieu ne plaise. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne peux terminer sans encore une fois féliciter et remercier les initiateurs et les organisateurs de ce forum, singulièrement mon ami et mon fils, Brahim Fassi Firi, président de l'Institut Amadeus. Merci au Royaume du Maroc pour sa participation ô combien efficiente à la résolution de toutes ces crises qui secouent en permanence l'Afrique et obèrent son développement, et pour la constance dans la recherche toujours plus novatrice. Et merci à vous tous et à vous toutes pour votre aimable et patiente attention. Nous attendons vos questions éventuelles. Merci. Thank you very much, His Excellency. You may resume your seats. Thank you so much. Those are very, please, you can do better. You can put your hands together for him as he takes a seat. So that even for a conversation that His Excellency could have comfortably sat in a seat, he felt the need to address us, while standing, and we do appreciate that. But to move the conversation forward, I think two things that His Excellency makes reference to, which
stuck with me, and that's going to take me to the next question, are the need to build and consolidate the gains that we have made in provision of stability and security on the African continent. And I think one of those gains has been the establishment of our Pan-African institutions. So the African Union Commission, for example, is one. We've seen our regional economic institutions that are supposed to drive the conversation around integration of Africa, but most importantly, the gains off of those sorts of engagements. Which takes me to you, His Excellency Biruta, from Rwanda. We have these Pan-African institutions that ordinarily countries are supposed to work through to deal with issues of political stability and insecurity. We've seen in a few cases where Rwanda has provided, if you like, bilateral engagements, bilateral support to countries either in East Africa or towards the southern part of the continent. Can you walk us through what the rationale, for these sorts of strategies have been? And do they run counter to the gains that we know from the Pan-African institutions for the provision of peace and security on the African continent? Thank you, Moderator. Let me first of all say that the African Union has put in place mechanisms or programs to address peace and security issues. One of them is the Africa Peace and Security Architecture, which is an umbrella term for the key AU mechanism for promoting peace, security, and stability in the African continent. And the Peace and Security Council is the standing decision-making organ for the African Union for prevention, management, and resolution of conflicts. The second mechanism I would like to mention is the Africa Governance Architecture, which is a mechanism for dialogue between stakeholders that are mandated to promote good governance and bolster democracy in Africa. Those two mechanisms for me are complementary to each other because some of the conflicts we are talking about here, some are related to terrorism, some others are related to issues of bad governance or lack of governance, issues of bad electoral processes. Those problems have prompted at the base of insecurity issues in some parts of our continent. So the African Union has intervened in various parts of the continent through peacekeeping operations, like in Burundi, in Somalia, in Darfur, jointly with the UN. So the African Union is active in promoting peace, but also addressing security issues on the continent. So in the African continent, we have had the African Union, but we have also the UN itself through peacekeeping operations in DRC, for example. But, even in the Central African Republic. But we need also to acknowledge the limitations of those kind of multilateral operations. And the limitations are related to the decision-making process where we have these multinational organizations, and to take a decision, it not only need to go to get instruction from the UN in New York or from Addis Ababa for the African Union, and sometimes you even need to consult the nations, the states which have contributed troops to these various missions. So the decision-making can be cumbersome, and this has consequences on the ground. That's what happened in the Central African Republic in end 2020. On the eve of elections in the Central African Republic, armed groups were threatening to take over the capital, Bangui, where we had the MINUSCA, the UN peacekeeping operation there. And for the MINUSCA to take a decision and just prevent the armed group to take over the capital city, it needed to consult the UN, it needed to consult the government of
states which are contributing troops. And there was a risk that the capital actually be taken over before those consultations were concluded. And in that particular situation, in December 2020, the Rwandan contingent under MINUSCA was particularly targeted by armed groups because of its efficiency. So armed groups were saying, if we can neutralize the Rwandan contingent, then our work will be much, much easier. The capital would fall without any effort. So we decided to send a bilateral force under a bilateral agreement in defense existing between the government of Central African Republic and Rwanda. That force had the mandate to protect our own contingent under the UN, under MINUSCA, but also to secure the elections and make sure that there is a legitimate government in place, which would also contribute to the stability of the country. So that's what we did, and that bilateral force was sent in December 2020. It protected our own contingent under MINUSCA, but it also made sure that elections could take place, and this is the reason why you have today a legitimate government in place, and which can continue to deal with various stakeholders to ensure peace and stability for Central African Republic. For Mozambique, it was a different scenario where a terrorist group had taken over an entire province in northern Mozambique. And the government of Mozambique approached Rwanda through a bilateral defense agreement to seek support for them to fight the terrorist group. So in July 2021, we deployed a force which was able to fight the terrorist group and secure the most useful part of Cabo Delgado province in northern Mozambique. Later on, Southern Africa mission in Mozambique joined. It is a force under the Southern Africa Development Community. So now we are working, all of us together, the Rwandan contingent, the SAMIM force, and of course the defense forces of Mozambique. And we are putting together efforts to secure the northern province of Mozambique, Cabo Delgado. There are, of course, challenges for these bilateral interventions, and one of them is related to the sustainability of the intervention itself. Because so far, be it in Central African Republic or in Mozambique, Rwanda is financing its bilateral intervention. And we need to, at some point, to bring on board these international organizations, the African Union, the European Union, or even the UN to support the intervention, make sure it is sustainable, and also we need also to build the capacity of the national forces to be able to build this capacity in terms of human resources, in terms of equipment, and for them to be able to take over the security of the countries. And all these we need to, of course, also to be based on governance principles. In those countries, we need to have elections which are credible. We need to have governments in place which could address the grievances of the populations. And all these is complementary to each other. We cannot talk about security without talking about governance. And, of course, development, as it was mentioned a few minutes ago. So that's what I can say on your question. Thank you very much for those reflections. Those are very, yes, please appreciate it. Those reflections, I think, are quite instructive in terms of the dichotomy between the multilateral support for the provision of security and stability on the continent as against the bilateral engagements. And you do also indicate that there could be potential drawbacks. And so we're looking at how we can sort of reinforce and complement these efforts as we go forward. But I'll go to His Excellency Mamadou Tangara. So you've heard, and you're from the Gambia, so I'm sure
the conversation around security and stability is not something that is completely new. You've seen that, from the Gambia, from an internal point of view as well. But you've also had a view of what is happening across the sub-region. When you look at the bilateral approach that we have seen, based on the exigencies of situations, and you look at the multilateral support as well that we have seen across the continent, where do you think, at least if you think about West Africa, for example, where we've seen significant instability, if I'm allowed to say that, which approach do you think adds significant value to the strategies that we're already deploying within the West African sub-region? Thank you very much, Mr. Moderator. Thank you. First of all, I would want to salute our elder, President Yankunda Traore, for his luminary introduction. I think he has examined almost all the aspects of this problem. For me, I want us to look at the root causes of the problem. We can have all the architecture. We have ECOWAS. Within ECOWAS, we have the Mediation and Security Council. African Union, we have the African Union Peace and Security Council, UN, with the Peace Building Commission, with the Peace Building Support Office. And Gambia is an example of a country that benefited from this support. But I think for us to be able to sustain the gains, the root causes of the problem should be addressed. And we've been talking, and the President spoke about the nexus between security and development. The root cause of the problem is the situation where our countries are. And you don't need to be a genius to see what is coming in the future if they are not addressed. We are talking about demographic dividends. We are not making use of those dividends. You have major youth unemployment. You have challenges linked to irregular migration because people think that the roads of Europe are paved with gold, and faced with the challenges within our countries, they are going. And some of them are also prone to be recruited by this jihadist group. Because in the past, you will give your gun and they will give you $200 or $300, you can start a business. But today, having a gun is a business. You can kidnap. You can do a lot of bad things and gain more money. So I think we have to look at some of the challenges. The President mentioned corruption, bad governance, and even when you have, as in the case of the Gambia, we went through an electoral process. The regime was changed. We had overwhelming support from ECOWAS, from the UN, from the African Union. But when you have a change of government, people are expecting to see changes in their life. And up to a certain level, you can manage the expectations. But when it reaches after a few years, the honeymoon is gone. There are demands on the ground, and you know that you don't have the means. And that's where our partners also have the duty and responsibility to help us sustain the gains, not choking us. You have the institution of Bretton Woods that will impose a lot of conditions on you. President Macky Sall has been speaking all these days about what he called the special drawing rights. And we know the challenges, we know where the problems are, and we know the solutions. What is lacking is the resources. And the partners, they know that with the resources we can move because, you have competent leaders today in Africa, whether you like it or not. We've been to the same school with them, we know what the solutions are. But when you don't have the resources, it's really very difficult to have peace and stability, to sustain your gains. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tant qu'on n'a pas de l'argent, on ne peut pas avancer. Les fonds ne sont pas disponibles. Et comme je disais tout à l'heure, les institutions financières nous étouffent en nous imposant des conditions difficiles à remplir. Même si on nous fait peur, par exemple, qu'il y a des partenaires qui viennent, qui vont essayer de nous asservir à travers l'aide. But sometimes we are the one going to them with our priorities. And one important thing also that people must take on board is to take on board the traditional mechanism of resolving conflicts. You cannot come to my country and thinking that you know my problem more than me. You cannot love me more than myself. And there is no one size fits all. People should have the decency to listen to us, to face our challenges together,
and allow us to take the driver's seat. But when you come with your solution, thinking that you will find a solution, it will be a temporary solution, but it cannot be sustained when there is no proper ownership. Thank you. Thank you very much for those reflections as well. I think we can appreciate that reaction. Because for a very young continent with a median age of about 19 years old, I think that the expectation of the delivery of public goods is incredibly high, right? And so I think when you sort of identify that and the need for governments on the continent to ensure that at least we provide that, subject to the availability of resources, then we appear to be questioning not only the structures, but how we can actually use the structures to deliver results. But there are those that may equally argue, and this takes me to His Excellency Luis Felipe Tavares. There are those that may argue that it's not just a matter of the availability of resources and our understanding of the problem. If you walk the streets of Africa today, you may find young people who generally are of the view that there's lack of political commitment from leadership towards sustaining the gains and driving the democratic credentials of the countries that we have to ensuring that there's peace and stability. There's just the absence of a political will, from a continental level to a regional level to a national level. Will that argument and that position be a fair assessment? Bonjour à tous. Merci, Monsieur le modérateur, Monsieur le Président, chers collègues ministres. Permettez-moi tout d'abord de féliciter mon ami Ibrahim Fassifiri pour l'organisation de cette 14e édition du MEDES 2022. Et à travers lui, remercier toute son équipe et aussi le Royaume du Maroc. Je voudrais commencer mon propos pour dire que, comme vous le savez, il y a une semaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies a statué sur le Maroc, sur le dossier du Sahara, pour dire que la proposition faite par le Royaume est dans la bonne direction et je voudrais saluer cette avancée extraordinaire. Vous n'en doutez pas, moi je suis un ami du Maroc et je ferai tout, à ma qualité d'homme politique africain, pour soutenir la cause de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu le protège et l'assiste. Je voudrais aussi associer à ce propos mon cher ami, M. Midouche, un ancien de la BAD, un grand Marocain, consul honoraire du Cap-Vert depuis 2007 et qui a très très bien travaillé. Aujourd'hui, nous avons ouvert une ambassade ici à Rabat. Voilà pour les commentaires. Je viens d'un pays qui est un havre de paix et de sécurité, qui fonctionne, dont les institutions fonctionnent, où on ne conteste jamais les élections, jamais. On n'a jamais contesté une élection chez moi. Donc parler de paix et de sécurité en Afrique est pour moi très compliqué parce que je connais pas, je connais la réalité bien sûr en étant, j'ai exercé des fonctions importantes comme ministre des Affaires étrangères, mais aussi ministre de la Défense. J'ai beaucoup fréquenté mes amis, dont un certain nombre sont ici présents, africains et européens. Je vois mon ami Mankeur, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Madame Del Rey, l'ancienne ministre secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'Italie, avec laquelle j'ai pu travailler, qui est dans la salle aussi. Et pour répondre concrètement à votre question, permettez-moi de vous dire ceci. Il y a une question de volonté politique, de mauvaise gouvernance, de non-respect pour le fonctionnement de l'état de droit. Vous savez, en Afrique, nous avons une curieuse manière de respecter la Constitution. On la change d'abord à notre gré et après on la respecte pour un troisième mandat. C'est inacceptable. Donc il faut la volonté politique pour régler nos problèmes de sécurité. Mais je voudrais vous dire que l'Afrique est à la croisée de défis socio-économiques et sécuritaires majeurs.
je voudrais attirer votre attention sur 3 aspects. Et je m'attelle à ce qu'a fait l'Union africaine. Tout d'abord, un constat. Contrairement au discours dominant sur l'inaction de l'Union africaine face au terrorisme qui gagne du terrain en Afrique, il existe une large gamme d'instruments juridiques, ça a été dit tantôt par Monsieur le Président Traoré, et de moyens d'action allant des mécanismes de coopération entre services de renseignement aux forces régionales d'intervention élaborés par l'Union africaine pour contenir la menace terroriste sur le continent. Est-ce suffisant? Certainement pas, mais c'est des avancées importantes qui ont été réalisées par l'Union africaine. Ça, c'est un constat. Je voudrais que vous reteniez de mon intervention ce constat et après une légère, petite évaluation que je fais. Malgré quelques expériences réussies, les mécanismes de lutte antiterroriste et de lutte contre la violence en Afrique de l'Union européenne peinent globalement à fonctionner efficacement pour des raisons qui tiennent à leur coordination et à leur financement. Hier, dans la table ronde qu'on a réalisée, quelqu'un disait que les États membres ne payaient pas leurs cotisations. Comment voulez-vous que l'Union africaine fonctionne? Comment voulez-vous que la Commission fonctionne si les États ne prennent pas leurs responsabilités? Et enfin, je ferai une recommandation. C'est que l'institution panafricaine, l'Union africaine, se doit de penser une stratégie de lutte contre le terrorisme, et la violence pour donner du sens et de la puissance à l'ensemble des instruments qui participent à son architecture de contre-terrorisme. Nous connaissons les instruments, nous savons où sont les problèmes. Vous savez, il y a quelques années, il y avait un chef d'État qui disait, je pense justement, à propos des problèmes d'insécurité et de violence en Afrique, de non-respect de la Constitution, du mauvais fonctionnement de l'État de droit, disait ceci: nous nous réunissons souvent, nous parlons toujours trop, nous écrivons beaucoup, mais nous n'agissons pas assez et parfois pas du tout. C'est ça la réalité de notre continent. Je pense qu'il faut qu'on travaille tous. Et le Maroc là-dessus fait un travail extraordinaire de soutien à l'Afrique, de promotion de la paix, de la sécurité, de la démocratie, du respect de l'État de droit. Sa Majesté le roi Mohamed VI, en 2014, l'a réaffirmé à Abidjan. Je crois qu'il a été écouté par un certain nombre de chefs d'État qui étaient présents, mais il faut, pour répondre vraiment à votre question, de la volonté politique, il faut de la bonne gouvernance. Vous savez, il faut combattre les États faillis aussi. Si vous regardez les index internationaux sur les États dits faillis, collapsed states, vous avez sur une dizaine, 7 ou 8 sont africains au niveau mondial. Ça prouve que nous avons un long chemin à faire et les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique ont une lourde responsabilité dans le manque de volonté politique de notre continent pour régler ces problèmes. C'est à nous de régler nos problèmes. Je ne crois pas que le problème soit lié au manque de ressources. Non, pas du tout. L'Afrique est un continent riche, avec énormément de potentialités. Hier, on a parlé de ça, et je ne veux pas répéter ce que les uns et les autres ont dit, mais c'est une question de volonté politique, de respect du fonctionnement de l'État de droit. Je répète, je viens d'un pays qui est un havre de paix et de sécurité. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Thank you very much for those reflections. Two things you've picked up on. So you're of the view that Africa has got the resources that it needs to throw behind its security strategies if it wants to. And beyond that, we need a bit more robustness in the political commitments that we're making. And coming from a country that's relatively stable, I think that it is important for us to understand the context of our response, which takes me to perhaps the internal structures of any given country may lend it the opportunity to either generate internal resources to support its own strategies for dealing with issues of security, or draw on
the bilateral or multilateral engagements. So I would want to really hear from you, His Excellency Abdi Razak, because you're coming from the Horn of Africa. And what we know and what we hear a lot of the time is that internally, when we look at the governance architecture in the Horn, perhaps there are some internal challenges and frictions that may give credence to the conclusions, for example, that His Excellency Luis Felipe comes to. That if your internal structures are not as robust, then perhaps when we're thinking resources to support your internal, engagements around security, if we're thinking about political will and commitment, it tends to be undermined. What is the experience from the Horn of Africa? Thank you, Patrick, and good morning. And I'd like to also commend the previous speakers and the points they touched on. For me here, when it comes to security, and I'll come to your question about the internal structures, I cannot start any remarks or any answers to any question without first acknowledging and having on my mind what happened just 4 days ago in Mogadishu. 4 days ago, on October 29, Al-Shabaab, which is an Al-Qaeda-linked organization, detonated 2 twin bombs in the Ministry of Education, an area that is highly populated, and killed more than 122 people as of yesterday and counting. More than 330 people were injured. Hospitals are full. And first of all, I come from this background when I'm talking about security. I've heard remarks made about multilateral, namely African Union mission. Somalia has the largest and the longest serving African Union mission, with more than 22,000 troops coming from about half a dozen countries, African brothers and sisters. And that is only the military. There's a civilian component and there's a police component. On top of this, we have Somali security forces that have been trained in a dozen different countries to the tune of 30,000 troops. The federal member states have each about somewhere 5,000 to 7,000. When you put all of this together, it gives you a figure of about 70,000, 80,000 able, well-trained troops, both national and international. And here we are talking about not being able to defeat a ragtag of 5,000, no more, militias that are killing my people every day. We have to seriously question what is wrong with this picture. The African Union mission, when it was first deployed to Somalia, was deployed to protect the new federal government of Somalia and institutions. It was to keep peace. And here, when we talk about security, we have to differentiate peacekeeping and peacemaking. So the mission immediately changed. Now, as the former foreign minister of Somalia, while I was in office, I strongly argued that this mission is not working. It's not meeting what it was supposed to be doing for us. Acknowledging all the sacrifices made by our brothers and sisters
from Ethiopia, Kenya, Djibouti, Uganda, Burundi, and so on. But this has to change. This status quo has to change. And in order to change this status quo, not only as a foreign minister, but I managed to sit down with the commanders on the ground to understand so that I can represent and sell this in Addis Ababa, in New York at the Security Council, in Brussels with the European Union and so forth. And they told me if the African Union mission stayed here in its current format and its current approach, they can be here for 50 years and nothing will change. So for me, I had to think outside of the box. And this is what we came up with. We said what we need is a transition mission. Now, the mission that was there is called AMISOM, African Mission in Somalia. We changed that and requested that the whole format and approach should change from AMISOM to ATMIS, African Transition Mission in Somalia. Now, this transition means they have to transfer security responsibility to Somalis. What does that require? You have to prepare Somali security forces, but not only there. So a number of questions that came up. I talked about the question of adaptability. The mission, if it changes, it has to be able to adapt. The force has to be agile, be able to move. It has to be fit for purpose. Should not have multiple leaderships, meaning there are troop contributing countries. So the force commanders on the ground that are from AMISOM, should they take their orders from their capitals, or should they take their orders from the chief, the defense force of the whole mission? Military commanders on the ground should be the ones that are leading the mission. And the host country should have the political leadership. I've heard my brother, the foreign minister of Rwanda, talk about their experience in Mozambique. And here, I believe this mission was very successful. It is successful because of that political and military leadership are aligned. But when you have multiple, while the numbers give you strength, while the financial situation might be better, effectiveness has to be seriously questioned. I'll stop there for just on that, on the ground. But also, in Somalia, we have another problem, or had rather, in the past, that was piracy. And when this problem became piracy, again, same formula was devised, and we had a number of European and practically worldwide navies patrolling our seas. And again, while I was foreign minister, I rejected for Somalia to seek or request a UN resolution authorizing all these foreign navies to patrol our seas, because that is not the solution. I heard my brother talk about temporary solutions. They're not working. What would be the long-term solution is to build the capacity, and Somalia once had this capacity to patrol its own waters. And you would be happy to know, or maybe you will be shocked, that as of March 31st, this year, 2022, that resolution expired and Somalia's waters are not patrolled. If somebody wants to patrol, help us build our own navy so we can patrol our own waters. That is the lasting solution. Finally, the greatest threat, the greatest insecurity is climatic shocks. When these climatic shocks happen, they bring in droughts. Droughts kill farming, and they kill the animals.
This is followed by famine. The greatest killer is not Al-Shabaab. It is famine and droughts caused by climatic shocks, which we are not responsible for. I don't want to end my intervention with a sad note, but despite all of these, Somali people are very resilient. Our economy is growing. Our capital is building. Our diaspora is returning. Mogadishu Airport has no capacity to accommodate all the flights that want to come in. Construction boom is ongoing. Investments are coming. And this is a solution that is coming from Somalis. So in that, the question about internal structures and the political situation, this is a very dynamic situation in Somalia. We've had successive elections every 4 years since 2004. We've had about 5 presidents, each one serving just 1 term. For the first time, we have a president who has been re-elected. He served a term in 2012, and now he's been re-elected again. We have a functioning parliament. We have functioning institutions. But this also needs to be encouraged. This is not the time to be complacent and be satisfied with all of that. Thank you. Thank you very much for those reflections. And you did respond to some of the issues around internal structures for the maintenance of peace and security. You know, when you talked about, you know, who is going to be responding to who when you have multilateral efforts, you know, in a particular country, and where are we taking directions from? And, you know, what does that mean ultimately for the transfer of skills, knowledge, technical capacity, and to the people of Somalia themselves to be able to provide a peace and security for themselves? And you observe, my audience, that I've gone through all the countries, all heads of states, but there are 2 representatives we have on the panel who deal at a very multilateral level, if you can say that. So I'll start with you, His Excellency Tiare. You are from the Sahel region. You've heard from foreign ministers, you've heard from His Excellency as well, and very fundamental questions are being asked of the multilateral approach. We've seen questions about resources, we've seen questions about governance architecture for the provision of security, as we've just heard from Somalia. To what extent is the G5 we have prepared to sort of re-examine the institutional architecture for the provision of peace and security within West Africa? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais, à l'instar de ceux qui m'ont précédé, me réjouis d'être présent à ce 14e forum de Médise, auquel je prends part pour la première fois. Et donc, je voudrais remercier chaleureusement l'Institut Amadus et le président fondateur pour l'invitation qui nous a été adressée. Et justement, nous donnons l'occasion de rencontrer d'éminentes personnalités, dont le président Dionkunda, beaucoup d'anciens premiers ministres, des ministres des Affaires étrangères, des diplomates. C'est vraiment une très belle question que vous nous posez ce matin. Et pour y répondre, je voudrais dire que le G5 Sahel, c'est vraiment une initiative sous-régionale africaine, ouest-africaine, qui a été créée à la suite de la crise malienne en 2014. Parce que le Mali a connu une crise, le Mali a dû faire appel à des puissances étrangères, et les pays du champ qui sont frontaliers au Mali ont décidé de mettre en commun leurs moyens militaires, financiers, matériels pour aider le Mali à lutter contre le terrorisme et pour empêcher le terrorisme justement d'envahir les autres pays. Mais pour ce faire, le directeur du cabinet adjoint qui est là a dit hier,
pour lancer une force de maintien de la paix ou une force de lutte contre le terrorisme, il fallait bien sûr des moyens financiers. Et nos États, les 5 pays, Mali, Burkina, Niger, Tchad et Mauritanie, n'avaient évidemment pas les moyens. Ils avaient la volonté politique, ça c'était clair, qu'ils ont décidé de créer parce qu'ils avaient cette volonté, mais financièrement, il était difficile. Bien entendu, ces pays se sont tournés vers la communauté internationale. Il y a eu la conférence de Bruxelles où il y a eu des annonces qui ont été faites. Comme le rappelait hier, on n'a pas eu la suite. Nous sommes tournés vers les Nations Unies pour plaider qu'effectivement les Nations Unies puissent soutenir la force conjointe du G5. Mais les Nations Unies nous ont répondu qu'en réalité, ce n'est pas une force des Nations Unies, ce n'est pas une force qui a été créée par les Nations Unies. Donc, en conséquence, les Nations Unies ne pouvaient pas donc financer cette opération, et cette force. Donc, du coup, les 5 pays se sont retrouvés entre eux, et c'est sur les budgets qu'ils financent la force conjointe aujourd'hui, et c'est sur leur propre budget qu'ils achètent les armes pour s'équiper, parce qu'effectivement, ils n'étaient pas préparés à cette guerre. Donc, voilà la situation. Malheureusement, créé pour lutter contre le terrorisme, il se trouve que c'est dans ces pays-là qu'aujourd'hui le terrorisme a gagné du terrain et est en train même de partir vers les pays côtiers. Et cela, l'attention de la communauté internationale a été attirée là-dessus. Au niveau des Nations Unies, il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina qui est là, les anciens ministres, ils ont tous plaidé auprès du Conseil de sécurité que si on n'aide pas ces pays du champ, la crise va s'étendre vers les pays du côte. Et aujourd'hui, comme on le regrette, c'est ce qui est en train d'être arrivé. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, ces pays du G5 sont les pays dans lesquels il y a eu le plus de coups d'État. Donc, ça veut dire que le terrorisme a occasionné des changements anticonstitutionnels. Il y a eu 2 coups au Mali et 2 coups au Burkina. La situation au Tchad diffère parce que là, il y a eu un changement aussi, mais en 2021, avril 2021, à la suite du décès du président Déby. Donc, c'est pour dire que sur les 5 pays du G5 Sahel, il y a 3 qui sont en transition politique. Donc, ça veut dire qu'il y a une question qui se pose. Mais aujourd'hui, malheureusement encore, au sein même du G5, il y a un qui s'est retiré et nous sommes en train donc de travailler. Donc, pour répondre directement à votre question, aujourd'hui, effectivement, les pays du G5, ceux qui restent, ils se sont réunis en septembre dernier à Niamey, au niveau militaire, pour effectivement réfléchir sur la stratégie à mettre en place pour pouvoir justement lutter efficacement contre le terrorisme. Mais pour ce faire, absolument, si on n'a pas les moyens financiers, il faut bien avoir le soutien de la communauté. Nous avons tourné, l'Union africaine, bien sûr, sur laquelle nous comptons, bien sûr, nous a apporté des soutiens. Mais aujourd'hui, l'expérience que le ministre rwandais signalait ici, c'est-à-dire qu'il y a eu des succès ailleurs. Mais au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, malheureusement, en tout cas, n'a pas pu aider les pays du G5. Sinon, même que si la CEDEAO avait cette force, peut-être qu'on n'aurait même pas dû créer le G5, puisqu'il y a quelque chose qui manquait. Et c'est pour ça que donc, les pays ont créé cette organisation. Mais aujourd'hui, pour la faire vivre, il faut effectivement le soutien. Et pour ce faire, il n'y a rien à faire. Il faut que, comme l'a dit quelqu'un hier, il ne faut pas qu'on sous-traite notre sécurité. Nous avons donc le devoir de mettre tous les moyens matériels, moyens et financiers à la disposition donc, de ces pays qui en luttent. Et comme le président Dankoundé l'a rappelé, et que le secrétaire général des Nations Unies, aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel n'est pas seulement en faveur des pays du G5, c'est pour toute l'humanité. C'est une question de sécurité, de paix internationale, mais malheureusement, de l'autre côté, on n'a pas très bien compris, et aujourd'hui, nous faisons face à cette situation. Sinon, c'est sûr que les pays s'organisent avec les moyens dont ils disposent pour continuer cette lutte-là, mais absolument, il faut que des voix s'élèvent, des moyens soient mis en place pour pouvoir soutenir cette organisation, qui aujourd'hui reste centrale. On a beau prendre d'autres initiatives, si ce qui existe ne fonctionne pas, ce ne sont pas les nouvelles initiatives qui vont fonctionner. Donc, il faut plutôt mettre l'accent et soutenir ce qui déjà existe, voir là où ça ne va pas et corriger, plutôt que de dire, bon, ici ça ne va pas, il faut changer de paradigme. Ça, c'est un problème qui se pose à ce niveau. So, voilà ce que je voulais dire rapidement. Peut-être que s'il y a des questions, on pourra revenir là-dessus. Merci beaucoup. Right. Thank you very much for those reflections as well. And in the interest of time, I hear we are running out of time. We shall take a few questions, maybe 2 questions from the audience. But let me come to you, Mr. Ratibai. And I came to you finally because, at least from the African Union's perspective,
questions about financing, questions about support, the architecture itself, and the need for reform. If you had all the panel members, there have been questions, despite gains, of potential changes in the institutional architecture for the purposes of providing peace and security on the African continent. Some things need to change. Is the Commission acknowledging these questions for changes? And to what extent is there room for those sorts of engagements? And as you reflect on that, I want you to also think forward for us. What can the African Union Commission do better for the purposes of providing peace and security on the African continent? If you can do that for me in 3 to 5 minutes, that'll be exciting. Thank you, Patrick. It's a lot of questions at the same time, but I will try. Vous me permettrez de me joindre à ceux qui m'ont précédé pour remercier notre ami Brahim et toute son équipe pour l'organisation de cette 14e édition. Je pense que d'année en année, MEDES devient une plateforme assez importante du donner et du recevoir. Permettez-moi aussi de remercier le président Traoré qui a planté le décor avec un recul historique de ce que nous avons sur le continent aujourd'hui. Je pense que ceci est très important. Et remercier tous les ministres qui, d'un point de vue bilatéral ou multilatéral, ont partagé quelques éléments. À ce sujet, je voudrais juste faire 2 ou 3 réflexions. Quand on regarde un peu le panorama du continent aujourd'hui, presque, je dis bien presque, l'ensemble des régions du continent sont impactées par des conflits qui résultent soit des causes d'ordre terroriste, soit des questions de gouvernance interne, ou alors des conflits déstructurés qui combinent à la fois ces 2 facteurs. Le Sahel, la Corne de l'Afrique, le bassin du lac Tchad, la région des Grands Lacs, on va jusqu'en Afrique australe, le Mozambique avec la région de Cabo Delgado qui influence également la Tanzanie et les pays voisins. Pour vraiment répondre à votre question, est-ce qu'il nous faut repenser l'architecture africaine aujourd'hui, de paix et de sécurité? Peut-être, à mon avis, non. Nous avons un instrument ou un cadre normatif, institutionnel, assez robuste. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce mécanisme? Le ministre Vincent Biruta l'a souligné, il faut lire l'architecture africaine de gouvernance, de paix et de sécurité, avec l'architecture africaine de gouvernance, les 2. Nos défis se situent à ce niveau. Les questions de paix et de sécurité, mais aussi les questions de gouvernance. Ceci me paraît important. Si je dois juste mettre l'accent sur l'architecture africaine de paix et de sécurité, la structure de cette structure prend en compte les communautés économiques régionales. On en a 8. Prend en compte les mécanismes régionaux, nous en avons 2. Vous avez le Conseil de paix et de sécurité en lui-même. Vous avez le panel des sages. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a le panel des sages, censé faire de la diplomatie préventive. Vous avez un mécanisme d'alerte précoce. Vous avez le Fonds de la paix. Et enfin, vous avez cette force africaine en attente, malheureusement, qui continue d'attendre. Et les raisons, beaucoup l'ont évoqué, c'est les questions de financement et leur mobilisation. Je reviendrai là sur ce point. Le secrétaire exécutif du G5 l'a signalé. La menace terroriste aujourd'hui sur le continent doit être prise à l'échelle internationale. Et quand on parle de menace à la paix et à la sécurité, c'est d'abord la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais en vertu du chapitre 8 de la Charte des Nations Unies qui parle de la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales, il y a lieu de tenir compte du travail que fait, par exemple, l'Union africaine en matière de paix et de sécurité. Malheureusement, ça fait plus de 10 ans, dans le contexte du G5, ça fait 10 ans, dans le contexte de la lutte contre Boko Haram autour du bassin du lac Tchad,
nous avions demandé un mandat clair des Nations Unies. Qui dit mandat suppose un financement prévisible. Malheureusement, comme il l'a si bien souligné, le Conseil de sécurité est resté un peu sourd à nos demandes. Voilà le défi aujourd'hui qui se pose. Dans les 2013-2014, la première phase de la mission d'intervention au Mali, sous conduite mandat africain, nous avions vu les résultats que nous avions obtenus. La transition sous chapitre ou sous casque bleu a donné un résultat assez mitigé. Voilà l'origine de la naissance du G5. Les pays du champ, ou encore appelés les pays contributeurs de troupes, se sont retrouvés à Niamey pour dire pourquoi ne pas mettre en place une brigade à l'exemple de ce qui s'est fait à la MONUSCO pour traquer les terroristes. Nous avons les hommes, nous voulons l'équipement et le financement. Simplement parce que les règles d'engagement des missions classiques onusiennes ne correspondent pas à la menace asymétrique que nous avions sur le terrain au Sahel à ce moment. Le principe des Nations Unies, c'est une approche défensive. On se protège. Mais on ne peut pas avoir des soldats dans un barricadement, on se protège, on attend à ce que l'ennemi vienne poser des bombes, des engins à vos portes. Voilà le défi au Sahel. Quelle est la portée de ces missions onusiennes? Voilà la question. J'insiste, si vous me permettez, monsieur le modérateur, pour dire que l'Union africaine a mis en place ces embryons de doctrine que j'appelais la force du G5, la force mixte multinationale de lutte contre le bassin du lac Tchad. Mais la grande question autour, c'est le financement. Alors, quelle architecture il nous faut aujourd'hui pour répondre à votre question? Je ne poserai pas la question en ce sens-là. C'est comment s'approprier ce qui existe. Comment en faire usage utile de ce qui existe. Et à cela, quelques réponses ou quelques paramètres à prendre en compte, c'est le leadership politique. C'est d'abord le leadership politique. Dès l'instant qu'il y a un vacuum quelque part, soyez sûr que ce soit dans le Sahel ou ailleurs, les terroristes vont l'occuper. Dans le bassin du lac Tchad, ce qu'on a observé, dès l'instant que l'État déserte ses responsabilités, les milices, les forces terroristes viennent prendre le dessus. Les communautés locales payent allégeance pour se faire protéger par les terroristes. Oui, ça change complètement la lecture de la menace. Quand les populations se sentent protégées plutôt par un ennemi que par l'État, il y a un changement de rôle qu'il faut questionner. Il y a un changement de rôle qu'il faut questionner. La question du financement. In the interest of time, if you can go through those so that we can... I'm closing now. La question de financement. Nous avons réactivé le fonds de la paix pour justement parer à ces exigences-là. Mais quel est le niveau de contribution des États membres? Parce que la structure de ce fonds, c'est justement pour venir en soutien à tout ce qui est opération de maintien de la paix sur le continent. Et puis enfin, la question de la gouvernance qu'il ne faut pas négliger dans nos propres États. Nous avons des instruments. Malheureusement, la non-mise en œuvre, comme le ministre Cap-Vert l'a indiqué, on modifie, alors qu'on est tenu. La force de nos institutions dépend de ce que nous avons comme structure et la stabilité que nous voulons construire, elle en est la résultante. Je vais faire bref, s'il y a des questions, je vais encore élaborer dessus, mais telle est un peu la structure aujourd'hui. L'Union africaine fait, mais nous avons besoin de la coopération des États. Pour finir, nous avons beau chanter l'esprit de solidarité, l'assistance. Je félicite le Rwanda. Pour le Sahel, nous avions lancé à l'époque un appel à la solidarité. Il y a eu un seul pays. Je ne le dis pas parce que mon ami et collègue le ministre Bourita est dans la salle. Seul le Rwanda a réagi sur 50 combien d'États pour une menace qui affecte l'ensemble du continent. Et c'est à ça que je questionne le leadership politique. Merci. Thank you very much. Thank you very much. A round of applause for my panel members, please. And I think you close us on this particular conversation quite well because you're asking for responsibility and ownership from the individual countries. It is one thing
to set up a Pan-African mechanism or machine for addressing peace, stability, and security. And it's another thing if countries have to commit financially, commit politically, and show up when the call is most important. I did say I'll take 2 questions. In order to be fair, I think we're out of time. So I see 2 hands here. I'll just take these 2 questions and then wrap up the conversation. The panel members are not going anywhere. And so if you have additional questions, I think they'll be better off in a much more closer conversation. You may find them right after the session. So I'll take these 2 hands. I see Midush here, and then I see you, sir. Can I have microphones go there? Just 2 questions. And make them brief for me, very brief. Merci infiniment. Je voudrais adresser mes vives félicitations à tous les panélistes pour l'excellente présentation. Le sujet abordé ce matin est d'une actualité incroyable sur notre continent. La question qui se pose est de savoir pendant combien de temps cette affaire d'insécurité va continuer sur notre continent. Permettez-moi de citer le cas du Koweït lorsqu'il a été, n'est-ce pas, l'objet d'invasion de l'Irak en 1991. On a mis un terme à cette situation en 48 heures. Le ministre du Somalie dit qu'ils ont 7000 Shabab pour 70 000 ou 80 000 soldats. Ils n'arrivent pas à les terroriser. Les Shabab a fait sortir les armées américaines qui étaient en poste là-bas. Avec la question, c'est quoi? Avec les satellites que nous avons, avec les moyens modernes que les armées du monde entier ont, est-ce qu'on ne peut pas mettre un terme à ces gens-là? Pourquoi des terroristes mettent à genoux nos États? Il n'y a pas de développement sans paix. Quand est-ce qu'on va avoir cette paix? C'est la question qui nous interpelle tous. Pourquoi nous avons encore le paludisme en Afrique subsaharienne alors qu'il a été éradiqué aux États-Unis? Pourquoi, lorsque la guerre en Ukraine a été enclenchée, des milliards de dollars ont été orientés vers l'Ukraine pour défendre ce petit État, n'est-ce pas, face à un géant qui s'appelle la Russie? Donc si la communauté internationale est sérieuse pour aider l'Afrique à sortir de l'état dans lequel elle se trouve, il faut qu'elle se mobilise comme il faut. Sont-ils honnêtes? Est-ce que ce sont des partenaires sérieux et solides? C'est la question qui se pose. Et je m'excuse d'avoir évoqué cette question parce que j'ai consacré toute ma vie professionnelle au développement socio-économique de l'Afrique, mais cette situation d'insécurité est en train de tirer vers le bas le continent africain. Nous avons 1,4 milliard de jeunes, n'est-ce pas, qui aspirent à une vie normale, à travailler au lieu d'émigrer, au lieu d'aller mourir, n'est-ce pas, dans cette mer qui est juste à côté de vous et que vous voyez de vos hôtels. Je vous remercie. Thank you very much. And then one more there. His Excellency Traoré, I'll like you to respond to these 2 questions and then we close the panel. So second question. Thank you. Je m'appelle Adama Gaye. Je suis un journaliste, écrivain et exilé politique du Sénégal. Right. Ma question, c'est au ministre Tangara, rapidement, qui a évoqué la problématique des droits de tirage spéciaux et plus généralement la problématique du soutien financier dont l'Afrique a besoin pour faire face à ces enjeux de développement. C'est très bien qu'il y ait un plaidoyer de Macky Sall ou d'autres sur ce terrain, que l'Afrique puisse être aperçue comme la prochaine frontière du développement. Mais que voulez-vous? Comment voulez-vous que les gens mettent leurs billes, pour ainsi dire, de façon triviale, dans des pays africains, si les leaderships en place ont des comportements antinomiques avec les libertés, la démocratie et la bonne gouvernance, la bonne gestion de ces ressources? Qui peut donner la crédibilité que l'argent de ces pays qui vont les rétrocéder à travers le FMI à des pays comme le Sénégal et d'autres comme la Gambie, que cet argent-là sera utilisé de façon viable et fiable? J'ajouterai, talking to the Minister of Somalia, there is a serious problem when you mention that the African Union mission was sent there in order to protect the federal government. Should it be the role of the African Union to protect a federal
government instead of protecting a state and a population. So, seriously, at the end of the day, are we not witnessing a moment when people are protecting themselves and even calling on security forces like the Wagners and the others of that kind to coming to protecting them, not to fixing the holistic challenges of security in our countries? I thank you so much. Thank you very much for those questions. I'm unable to take any more questions. We're wrapping up the conversation, but His Excellency Traore, if you can give me some reactions to these questions, and then we'll come to you, and then we'll go there and then wrap up the conversation. Yes. Merci beaucoup. Je pense que, en fait, l'intervention de mon frère et ami, c'est en même temps une question, mais c'est surtout une contribution. Hein, tout ce qu'il a dit, il a pratiquement donné la réponse à sa question. En réalité, je crois que ce qu'il faut, c'est que l'humanité se convainque que, par rapport à certaines questions, il faut absolument que nous soyons solidaires, que nous soyons ensemble. Il faut que nos analyses convergent et que chacun se sente concerné. Et lorsque on dit, bon, les Africains, ils sont de l'autre côté, ça les concerne, nous allons faire en sorte que simplement, bon, nous ayons la conscience tranquille, mais c'est un faux calcul. En réalité, aujourd'hui dans le monde, tout est interférent, tout se tient, et ce qui se passe en Afrique peut à tout moment dégénérer en Europe et aux Amériques. Une fois qu'on comprend cela, on comprend que pour se protéger soi-même, il faut contribuer à la résolution des problèmes dans chaque point du globe. Bon, je pense que cela n'est pas encore compris. Ces gens-là, quand ils viennent chez nous, ils s'imaginent qu'ils viennent nous aider. Moi, je me suis toujours efforcé de leur expliquer, lors de la crise malienne en 2012, qu'ils ne viennent pas nous aider. Ils viennent s'aider eux-mêmes. Et donc, il faut que cela soit compris. Et deuxièmement, le problème du financement se pose. Chacun est jaloux des moyens financiers qu'il possède et difficilement il les met à la disposition d'autres. Alors, ça implique que c'est presque un cercle vicieux. Ça implique que l'Afrique doit travailler davantage. J'ai l'impression qu'on ne travaille pas assez en Afrique. On parle beaucoup, on dit beaucoup de choses, mais on ne travaille pas assez. On compte toujours sur l'autre. Il faut sortir de cette mentalité d'éternel assisté, croire en soi et faire en sorte que certains problèmes, nous puissions les régler nous-mêmes. Bon, je ne peux pas dire mieux que vous-même, hein. Vous avez dit beaucoup de choses dont on devrait tenir compte si nous voulons sortir de cette situation. Quand est-ce qu'elle va prendre fin? Bon, il faudrait avoir une boule de cristal pour pouvoir le dire, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'elle prenne fin très vite, le plus vite possible, pour que l'humanité puisse vivre un peu mieux. Merci. Thank you very much. Thank you very much, His Excellency Traore. Please a round of applause, and then we'll take just 1 minute each, right? Because those specific questions went to His Excellency Tangara and then Abdi Razak. Just 1 minute each. If you can summarize that for me, that would be very useful. Then we can wrap up the conversation. Thank you very much. I will try my best. Je remercie notre frère Adam Gueye, que je connais, mais il a annoncé la couleur en disant qu'il est un exilé politique. Quels sont les gages de fiabilité et de crédibilité? En Gambie et au Sénégal, on a eu des élections fiables et crédibles. Pour le cas de la Gambie, on a eu des élections qui ont été observées par 5 anciens chefs d'État. On n'a pas eu une seule incidence de violence. Et tout s'est fait dans la transparence parce qu'on a un système unique. Si vous reprenez les mêmes arguments de fiabilité et de crédibilité, ce qui nous pointe du doigt, est-ce qu'ils ont même cette fiabilité et cette crédibilité? Est-ce qu'ils ont cette autorité morale pour nous pointer du doigt? Je pense que ce qui est important aujourd'hui, on l'a dit ici, le nerf de la guerre, c'est le financement. Et ces financements, on a besoin de cela, puisque nous savons nos problèmes. C'est bien beau de parler de solutions africaines à des problèmes africains. Mais faut-il qu'on puisse mettre la main à la poche?
Moi, je pense que la question fondamentale, c'est de réformer et de réformer de façon fondamentale nos organisations. Que nous ne dépendions pas des donateurs. Parce qu'on nous met tout le temps sous perfusion. Je pense, comme on l'a dit, on ne peut pas sous-traiter notre sécurité. Et je salue au passage le Rwanda pour les réformes enclenchées au niveau de l'Union africaine. Et je pense que même au niveau du Fonds africain pour la paix, c'est les mêmes réformes qu'on doit effectuer. Parce que bien sûr, les autres viendront. On a vu avec la guerre avec l'Ukraine, en un temps record, ils ont pompé énormément d'argent. Mon frère de G5 Sahel l'a mentionné. Maintenant, les gens sont experts à faire des promesses spectaculaires dans les conférences de donateurs sans rien donner. A former president of Ghana, our 1 minute is almost up. No, I will wrap up there. A former president of Ghana, John Atta of blessed memory, was saying that people are talking about donor fatigue, but we are talking about pledges fatigue. Because people will come make big pledges, but at the end of the day, you will not see the call of the money. Thank you. Thank you very much. His Excellency Abdirazak, 1 minute, please. 1 minute. 1 minute. Thank you very much. I'd like to thank my brother who asked the question. The premise of the question was wrong. And that is what I would like to clarify, and thanks for giving me that opportunity to come back. In 2004, after 2 years of negotiations in neighboring Kenya, a transitional federal government was formed. But on the ground, we had warlords, the country was balkanized, and the initial mission was to authorize an African Union force that would also protect this government that was being imported from outside, where the negotiations have been. That is no longer the case. The African Union's mission has changed several times. What I was saying is that it doesn't change as quickly with the mission, with the work in hand. Right. So the African Union is no longer actually protecting the federal government. The federal government has enough forces. Thank you for that question. Thank you very much. Please, a round of applause for my panel members. I see a few of them still have views they want to share, but unfortunately we're out of time. And for you, the audience, I think you've been amazing and engaging, and you have paid rapt attention to the discussions that we've had here. We hope that in the last 1.5 hours, we have tried at least to unpack the issues around political stability and security on the African continent, what is being done multilaterally, bilaterally, what is happening in country, and fundamental questions that need to be addressed as we move forward. We've had questions around funding, we've had questions around pledge fatigue from His Excellency Tangara, for example. These are things that we hope we can go back into our very smaller groups and have conversations back home to see how we can consolidate the gains. As His Excellency Traore said right from the beginning, we have made some gains as a people, but how do we consolidate that and move that forward? Thank you very much for your time this morning.